tous. Bienvenue à la conférence annuelle d'ARTA. Nous recevons ce soir le professeur Daniel Rigaud, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter un peu. Daniel Rigaud est professeur de nutrition, spécialiste des troubles du comportement alimentaire depuis plus de 20 ans. Il a à son actif plus de 170 publications scientifiques internationales. Il est président fondateur de l'association Autrement, une association qui lutte aux côtés des personnes qui souffrent de TCA et leurs familles, association très dynamique avec un site internet conséquent, truffé d'informations pour les patients, pour les familles et les professionnels, qui propose du e-learning, etc. Il était donc logique, évident, naturel qu'ARTA propose tôt ou tard à notre éminent confrère de profiter de la plateforme de cette conférence annuelle entièrement filmée et mise en ligne, comme d'une tribune, pour faire passer les messages qu'il juge importants aujourd'hui de transmettre au plus grand nombre. Parmi les deux thèmes proposés par Daniel Rigaud, l'un portait sur l'anxiété et la dépression dans les TCA, l'autre sur le thème proposé aujourd'hui, rémission ou guérison. Alors pour la boutade, je me suis dit pour la première fois qu'on reçoit un professeur de nutrition, on ne va peut-être pas lui demander de parler d'anxiété et de dépression. Mais c'est surtout parce que le deuxième thème m'a paru véritablement fondamental, intéressant et n'avait jamais été traité encore dans le cadre de nos conférences. S'il y a ici, comme moi, des vieux gauchos des années 70, on a tous entendu ou on s'est tous amusés de la formule « trotskiste un jour, trotskiste toujours ». Eh bien, pour l'anorexie mentale en particulier, il y a encore une tendance lourde dans le grand public et malheureusement encore au sein du corps médical à penser anorexique un jour, anorexique toujours. Peut-être que grâce aux bons soins de nos aînés, dont on comprend désormais de mieux en mieux l'aspect iatrogène de leurs interventions, alors pour les plus caricaturales, on avait séparation ou plutôt parentectomie sans sommation, isolement quasi-carcéral, contrat de poids imposé, traitement comportemental dégradant, du style si tu prends 500 grammes, tu auras un crayon, si tu prends encore 500 grammes, tu auras une feuille pour écrire à maman, et si tu prends encore 500 grammes, on lui enverra le courrier. Peut-être donc que ce modèle de soins inhumain et bien souvent traumatique a pu, dans un nombre non négligeable de cas, non pas guérir, mais fixer durablement les troubles et contribuer à justifier la formule. Mais aujourd'hui, avec tous ceux qui ont compris qu'il fallait s'y prendre radicalement autrement, et j'imagine, mais Daniel Rigaud nous en dira sans doute plus, que c'est une des raisons d'avoir appelé son association Autrement. Cette assertion définitive, anorexique un jour, anorexique toujours, ne tient plus la route, elle est scientifiquement fausse, et entretient un désespoir freinateur des soins chez les patients et les familles. Moi, je me souviens d'une jeune fille lors d'un de nos groupes de parole à Colmar, vivant en direct live un vrai moment de libération après qu'elle ait compris qu'elle n'était pas condamnée à vivre toute sa vie enfermée dans ce piège et que ce que lui avait dit son médecin traitant était formellement faux. Donc nous attendons avec impatience ce que va nous en dire Daniel Rigaud, mais moi, d'ores et déjà, j'aimerais que tous les professionnels qui nous écoutent et qui nous écouteront en finissent avec cette vieille lune qui, de mon point de vue, nous vient en ligne droite du tout premier traitement de l'une des plus anciennes addictions du monde. Je veux parler de l'alcool et de la philosophie aujourd'hui datée des alcooliques anonymes. La philosophie est la suivante, alcoolique tu es et tu le resteras toute ta vie. Que tu sois abstinent ou pas, que tu sois tenté ou pas, chaque jour de sobriété sera une victoire sur ce démon qui t'a définitivement pris en otage. Bonjour, le programme de soins. Je ne nie pas du tout que cette approche ait pu, depuis 1935, aider de par le monde et continue d'aider des milliers de personnes à se désaliéner de l'alcool. Mais il n'en reste pas moins que la base scientifique de cette philosophie du soin n'est pas juste.
n'est pas exact. Nous devons absolument penser autrement les addictions et les addictions alimentaires, puisqu'on en parle ce soir. On peut aujourd'hui guérir définitivement de l'alcool, des TCA, de toutes les addictions en général, pour peu qu'on se dote des outils de soins adaptés, modernes, humanistes, intégrant la famille et soutenus par des équipes engagées et qui ont fondamentalement intégré qu'il ne faut jamais rien lâcher, car la guérison, comme l'amour, peut toujours vous attendre au coin du bois, pour peu que le chemin thérapeutique emprunté soit résolument dirigé à temps et à contre-temps vers cette forêt de la liberté qui constitue la plus ancienne base de sécurité de notre espèce. Je laisse maintenant la parole à Daniel Rigaud. Merci Pascal. Tout d'abord, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et laissez-moi quelques secondes pour remercier Pascal et remercier l'ARTA de ma présence ici. Je pense que, au même titre que vous avez une ville formidable, aussi bien Strasbourg que Colmar, au même titre que vous avez une très belle cathédrale ici, vous avez une très belle association, et finalement en France, vous n'êtes pas si nombreux comme ça. Donc merci à vous de chaque jour travailler à aider les gens à comprendre mieux ces drôles de maladies que sont l'anorexie mentale et la boulimie. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie ni mon parcours, je vais juste vous dire une chose, parce qu'elle m'a autorisé à le dire. En 1981, alors que j'étais gastro-entérologue et que je m'intéressais à la nutrition parce que j'avais passé 9 mois à Toronto, au Canada, à étudier l'assistance nutritive, arrive dans le service, venu d'un service de psychiatrie célèbre, une malade dans un état épouvantable, 27 kilos pour 1,70 m. Dans le service de psychiatrie en question, elle avait perdu 15 kilos et donc je suis amené à la prendre en charge. Et je comprends bien que pour tout le monde, y compris pour sa famille, elle est foutue. Donc on s'occupe d'abord de son état nutritionnel et puis moi, j'y connaissais rien, et puis simplement, il y avait quelque chose qui passait, et je pense que c'est un regard. Je pense que c'est le regard de cette fille qui m'a fait comprendre que ce que j'avais lu dans les livres depuis qu'elle était arrivée dans le service ne correspondait absolument pas à ma réalité du terrain, en tout cas avec cette fille. Et donc, je me suis assis auprès d'elle, et puis, on a commencé à parler, et moi qui suis somaticien, moi qui suis biologiste, moi qui suis scientifique, moi qui suis un scientifique pur et dur, la médecine et la science fondée par la preuve, j'ai cherché une autre démarche. Elle a été hospitalisée 4 fois dans le service, je l'ai suivie 5 ans, et puis elle a guéri. Et non seulement elle a guéri, mais elle est devenue une romancière célèbre. Elle s'appelle Delphine de Vigan. Et elle m'a demandé, si je venais à Strasbourg, de témoigner que oui, la guérison était possible et que derrière, ça offrait une vie fantastique. Alors, toute la question, et on va le voir à plusieurs reprises, ça va être... ça va être de se poser cette question. Alors j'ai presque envie de commencer. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui croient à la guérison? Alors, si vous me le permettez, parce que si j'ai bien compris, le public est assez large, je voudrais développer 2 ou 3 petites choses qui sont importantes avant de réfléchir sur ce qu'est la rémission ou sur ce qu'est la guérison. Bon, d'abord, comme vous le savez, l'anorexie mentale et la boulimie, ça touche à peu près 3%, peut-être 4% de la population féminine de 15 à 35 ans. Le plus souvent, les malades qui souffrent d'anorexie mentale ou de boulimie sont de sexe féminin.
dans la boulimie, c'est 98% des personnes que j'ai soignées qui étaient de sexe féminin. Ce qu'il faut bien comprendre, et je m'en suis aperçu très vite, c'est que ces maladies ne voyagent pas seules, elles sont accompagnées d'une comorbidité psychiatrique très souvent. Et que donc, quand on est somaticien, on doit prendre en compte et prendre en charge cette comorbidité psychiatrique. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup perturbé quand on a fait les études, c'est que c'est une maladie génétique, et indiscutablement génétique, au point que en 2016, un grand spécialiste a conclu la probabilité de se tromper en disant que l'anorexie mentale est d'origine génétique, la probabilité de se tromper est inférieure à 2%. Alors, si c'est génétique, ça ne peut pas guérir. Et c'est là que on va voir que les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est vrai en général pour les troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire TCA, c'est que ce ne sont pas des maladies invariables, ce sont des maladies qui mutent. On dit qu'elles changent de phénotype. Un parcours assez banal, je ne sais pas si on peut dire fréquent, c'est d'avoir une fille de 8-10 ans compulsive, qui aime bien manger, disent ses parents, qui est un peu solitaire, qui n'a pas très confiance en elle, qui se lance dans un régime à 14 ans, qui part dans l'anorexie mentale à 15, qui développe des crises boulimiques à 17, devenant comme ça une malade qui souffre d'anorexie boulimique, qui prend du poids à coups de crise et à coups de thérapeute, qui se retrouve boulimique et qui, éventuellement, épuisé par tous ces vomissements quotidiens, termine compulsive. Alors, ce n'est pas la même maladie, ce n'est pas le même TCA, mais elle n'est pas sortie du TCA pour autant. L'autre chose, et on va le revoir sans arrêt, c'est que ce sont des maladies à rechute. La rechute dans l'anorexie, la rechute dans la boulimie, c'est la règle. Ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Quels que soient les efforts que nous faisons, les malades, leurs proches, nous les thérapeutes, même si la malade est impeccablement suivie et bien traitée, elle va rechuter. Et donc c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre projet de soins. Quelle que soit cette malade, quel que soit son parcours, elle va rechuter. Alors on va le revoir, pas forcément. Mais en tout cas, nous, on doit se dire, elle va rechuter. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si ces maladies changent de phénotype, ça ne se fait pas n'importe comment non plus. Je prends un exemple. Si vous prenez à l'instant T 100 personnes qui souffrent d'anorexie mentale restrictive, qui commencent une anorexie mentale restrictive, 1 an ou 2 ans plus tard, 30% d'entre elles font des crises de boulimie. À l'inverse, si vous prenez des malades qui souffrent de boulimie 1 an, 2 ans, et que vous les suivez 1 an, 2 ans, très peu d'entre elles vont aller ou retourner vers l'anorexie mentale. Autre chose importante, il s'agit bien de troubles du comportement alimentaire, mais il faut que nous intégrions tous, les patients, les personnes qui en souffrent, donc les proches, et nous, les thérapeutes, qu'il existe autour des troubles du comportement non alimentaire. Et que si nous ne prenons pas en compte ces comportements non alimentaires, nous risquons de rater quelque chose dans le projet thérapeutique. Ce qu'il faut comprendre aussi, et on va le revoir encore, c'est que l'anorexie et la boulimie sont des sœurs ennemies. L'une comme l'autre sont sous-tendues par la même pensée que nous, on a appelée la pensée anorexique, qui est une forme intense de restriction cognitive, c'est-à-dire on s'impose une restriction bien au-delà des limites de tolérance
du cerveau et du corps par rapport à la perte de poids et à la restriction alimentaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne qui souffre de boulimie a très exactement les mêmes pensées, les mêmes cognitions qu'une malade qui souffre d'anorexie mentale avec un IMC très bas. Les mêmes, pas moins, les mêmes, voire éventuellement des pensées plus fortes. J'ai envie de dire que ce qui sous-tend ces deux maladies, c'est la peur. Pas n'importe quelle peur, la peur de grossir. Et donc, nous, en tant que thérapeutes, nous allons avoir à agir sur cette peur. Alors, bien sûr, cette peur de grossir, elle peut avoir d'autres origines. On peut, par exemple, dire je ne pèse tellement rien que j'ai peur d'en devenir obèse. Mais, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il va falloir travailler avec cette personne, c'est cette idée très simple, et qu'à la limite, nous pourrions partager. Si je prends 1 kilo, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas en prendre 20 ? Et si vous me dites que je fais 37 kilos et que je dois arriver à 50 kilos, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas en peser 100 ? Et en fait, et c'est ça qu'il faut bien le comprendre, nous n'avons pas, les uns comme les autres, nous n'avons pas d'expérience de ce que c'est qu'une prise de poids pour une personne qui souffre d'anorexie mentale. À part quelques personnes obèses qui ont passé leur temps à abandonner des projets thérapeutiques et qui ont perdu du poids, repris du poids, reperdu le poids, repris ce poids, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que prendre 10 kilos. Et j'imagine que si je demandais à 100 personnes de sexe féminin en bonne santé de 30 à 40 ans de prendre 10 kilos en échange de 1 000 €, je ne suis pas sûr que j'aurais tant de volontaires que ça. En tout cas, pas ma femme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un substratum psycho-somato-comportemental qui explique qu'il n'y a pas d'anorexie sans boulimie, il n'y a pas de boulimie sans anorexie. Quand la personne se met au régime pour maigrir, quand cette personne restreint son alimentation au-delà des limites raisonnables que le cerveau lui a imparties pour perdre quelques kilos, elle enclenche un processus qui est un processus d'amplification de la restriction et d'amplification du besoin de manger. Alors, je prends un exemple très simple. Manger est sous contrôle de la volonté, respirer est sous contrôle de la volonté, uriner est sous contrôle de la volonté. Ça veut dire qu'on peut décider d'arrêter de manger, d'arrêter de respirer, d'arrêter d'uriner. Enfin, de ne pas aller uriner. On peut décider. La nature l'a prévu parce qu'il y a des moments où c'est compliqué. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes une antilope dans la savane tanzanienne, un lion vous fonce dessus, il faut arrêter de brouter. C'est le minimum. Pareil, si on vous jette à l'eau, que vous êtes sous l'eau, il faut arrêter de respirer. C'est prévu. Le problème, c'est quand vous enclochez cette idée d'arrêter de, et que vous heurtez au fait que ce arrêter de est une fonction vitale, respirer, manger, uriner, le cerveau, il va compter. Et nous, en tant que biologistes et physiologistes, on admet qu'il existe des seuils. D'accord ? À partir d'un certain seuil, il y a une pensée consciente qu'il y a un problème. Puis on passe à un autre seuil, une pensée consciente qu'il faudrait peut-être arrêter ce problème. Puis un autre seuil qui devient complètement obsessionnel. Et puis après, une pensée, c'est très important, qui conduit la personne à s'agiter. Je vous prends un exemple. Quand vous arrêtez de respirer parce que vous mettez un sac sur la tête de la personne, elle ne peut plus respirer, à un moment donné, elle s'agite. Ce qui est la dernière chose à faire.
La dernière chose à faire, parce que plus vous vous agitez, plus vous consommez d'oxygène, plus vous avez besoin de respirer. Mais le cerveau, il lui dit, va chercher de l'oxygène. Et donc, la personne s'agite. Pareil quand vous êtes en voiture et que vous aviez envie d'uriner. Il y a des personnes qui commencent à s'agiter. C'est une très mauvaise idée, parce qu'en mobilisant les muscles, vous avez d'autant plus... Voilà. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quand on arrête de manger, ça conduit un certain nombre de gens à s'agiter. Et qu'une explication complètement physiologique de l'hyperactivité physique et psychique des malades qui souffrent d'anorexie mentale vient de là. Alors vous pouvez ne pas être d'accord, hein, il y a d'autres explications. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une malade qui souffre de boulimie, même si elle fait 50 kg pour 1,60 m, n'a qu'une seule pensée toute la journée, la moitié de sa nuit, 365 jours par an, c'est maigrir. C'est de devenir enfin anorexique. Alors la différence entre ces deux personnes, c'est qu'il y en a une qui peut, et maintenant on sait qu'il y a des tenants biologiques, mais il y a aussi des tenants psychologiques à ça, et d'autres qui ne peuvent pas, et donc qui vont sombrer dans la boulimie. 2-3 histoires. Marilyn, 40 ans, souffre d'anorexie mentale depuis l'âge de 14 ans. Pourquoi à 14 ans? À 14 ans, elle découvre tout à fait par hasard, en ouvrant un tiroir, que son père n'est pas son père. Et ça fait un choc. Elle commence une maladie qui va mettre à peu près 2-3 ans avant d'être diagnostiquée. Elle arrive dans le service et on l'hospitalisera 6 fois. Et de toute façon, à la 6e fois, elle me dit « Monsieur Rigaud, vous ne pouvez rien pour moi, j'ai 38 ans, je suis incurable. » Mais elle continue à venir me voir. Mireille, 27 ans, elle a vécu le cauchemar. Quand je la vois, elle est dépressive, hyper anxieuse, elle ne dort plus, elle a des TOC, elle a été diagnostiquée bipolaire et il y a même un psychiatre qui a pensé qu'elle était borderline. On met son père en prison, elle souffre d'anorexie, boulimie depuis 11 ans et demi, et elle me dit, de toute façon, je n'ai plus de vie à moi. Alexia, 24 ans, elle a traîné une anorexie mentale sous forme restrictive pendant quelques années. Maintenant, elle est boulimique. Elle me dit, en fait, j'étais au paradis. Maintenant, je suis en enfer. Merci, docteur, c'est de votre faute. Donc voilà, on ne guérit pas d'anorexie et de boulimie. Et pourtant, à force d'expérience, à force de lire la littérature scientifique, à force d'interroger mes collègues, j'ai fini par me dire que finalement, on pouvait progresser et que d'une manière ou d'une autre, on pouvait y arriver. Alors, pourquoi cette idée dont Pascal parlait tout à l'heure a-t-elle encore la vie dure? Pourquoi anorexique un jour, anorexique toujours? Eh bien, le coupable, si je puis dire, c'est la rechute. Ces malades rechutent, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire encore plusieurs fois, rechutent très fréquemment. La rechute est la règle. Et donc, quand vous voyez un malade 2 fois, 3 fois qui rechute, eh bien, dans votre cerveau, il y a cette idée, ça ne guérit pas. Pour un thérapeute, c'est plus pratique de dire ça ne guérit pas que de dire j'ai merdé quelque part. Et donc, dans une certaine mesure, ça valide les choses. Et puis, un point aussi qui a été soulevé par Pascal tout à l'heure, c'est que dans un certain nombre de cas, de moins en moins, en tout cas je l'espère, les thérapeutes ont réussi à pérenniser certaines situations de troubles du comportement alimentaire, engendrant un cercle vicieux dont la malade ensuite avait beaucoup de mal à se sortir. Alors, sur cette diapositive, vous allez voir le pourcentage de rechute, les colonnes bleues à 1 an, puis après la rechute après 2 ans, et puis après 3 ans.
Donc vous voyez qu'il y a pas mal de malades qui rechutent dans l'année. Qu'au bout de 2 ans, au total, ça fait pas mal de malades qui ont rechuté. Et au bout de 3 ans, il y en a encore plus. Donc c'est vrai que du coup, on se dit, bon, bah, franchement, on va de rechute en rechute, c'est sûr que ça ne guérit pas. Alors regardons ce qui se passe dans la boulimie. Ben, il se passe à peu près la même chose, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Vous voyez les résultats à 1 an. Alors vous notez les différences. Vous voyez les résultats à 2 ans, il y en a moins. Et les résultats à 3 ans, il y a à nouveau de notables différences entre les études statistiques. Et je parle ici d'études scientifiques vraiment sérieuses en lesquelles on peut avoir confiance. Donc si j'ai envie de me résumer et si j'ai envie de prendre l'envers du décor, si je ne parle plus de rechute mais que je parle de rémission, eh bien on peut dire que selon les statistiques internationales jusqu'en 2015-2018, 30 à 65% des malades entrent en rémission durable. En revanche, 30 à 65%, ça fait quand même pas mal de différences. Alors, est-ce qu'on explique ces différences? Oui, on peut expliquer ces différences en grande partie. Le taux de rémission varie en fonction de l'époque, on va le revoir, des critères utilisés pour parler de rémission, de la durée d'évolution du trouble du comportement alimentaire, de l'âge de la patiente, des comorbidités, et puis des soins apportés. Alors, j'ai mis ici quelques exemples. Les graphiques représentent la moyenne d'au moins 3 études, et pour certaines, il y a 10 à 15 études. Voyons l'époque. Vous allez regarder les colonnes bleues. D'accord? Donc, ça, c'était avant, ça, c'est maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que grâce aux efforts de tous, et quand je dis tous, ça veut dire les patients, leurs proches et les thérapeutes, on met beaucoup plus de malades qui souffrent d'anorexie mentale en rémission maintenant que dans les années 70. Mais vraiment beaucoup plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comment dire, les critères. Alors bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est sûr, si vous dites l'anorexie mentale, elle est en rémission si l'IMC, l'indice de masse corporelle, est supérieur à 18,5, eh bien, il y en a beaucoup plus qui sont en rémission que si vous dites, en plus de ça, il me faut un comportement alimentaire normal, en plus de ça, il me faut une alimentation normale, en plus de ça, il me faut une pensée débarrassée des restrictions alimentaires. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus. La durée d'évolution de la maladie. Vous voyez que si c'est une maladie récente, la mise en rémission est bien plus fréquente que si c'est une maladie ancienne. D'accord ? C'est pareil, le temps passé, plus le temps passé est grand, et plus le risque de rechute est important. Et enfin, il y a les autres critères qui peuvent être pris en compte, et en particulier les comorbidités. Mais à ma grande surprise, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai interrogé mes collègues psychiatres ailleurs, à ma grande surprise, moi j'avais très peu de différence entre les malades qui souffraient d'anorexie sans rien d'autre et les malades qui souffraient d'anorexie et qui étaient franchement déprimés ou franchement hyperanxieux ou franchement TOC ou franchement bipolaires. Alors il y avait une différence, mais pas tant que ça. Et ça m'embêtait. Alors je me dis, ouais, mais moi je suis médecin somaticien, je dois rater des trucs, mais depuis les autres études concordent. Il y a bien une différence, mais cette différence n'est pas importante. Ça veut dire que quand vous avez un malade qui souffre de TOC et d'anorexie mentale, vous pouvez lui dire de la même façon qu'il va guérir ou il peut guérir de son anorexie mentale. Le taux de guérison augmente avec le temps. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est parue il y a moins de 2 ans une étude multinationale, multicentrique, portant sur 5318 patientes souffrant d'anorexie mentale suivies au moins 10 ans. Nous avons participé à cette étude. Et l'expérience prouve que 85% d'entre elles sont guéries 20 ans plus tard. 85% d'entre elles sont guéries 20 ans plus tard. Et les études
qui ont été faites comme la nôtre, hein, sont des études rigoureuses où nous avons exigé, on va le revoir tout à l'heure, des critères de guérison très précis. Alors vous voyez bien, si on parle que des problèmes que de la guérison, vous voyez bien qu'au bout de 2 ans, on peut déclarer guéri 14% des malades, mais c'est la moitié des malades au bout de 5 ans, c'est les 2/3 des malades au bout de 10 ans, et c'est presque les 3/4 des malades au bout de 20 ans. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la maladie qui s'en va? Est-ce que c'est la personne malade qui vieillit? Est-ce que c'est les thérapeutes qui sont bons et qui s'améliorent? Je ne sais pas, peut-être les 3. Alors vous allez voir sur les colonnes qui vont apparaître, sur le camembert, la rémission-guérison, le fait que l'état de la malade s'est nettement amélioré, un peu amélioré, n'a pas tellement bougé ou s'est aggravé. Vous voyez que 48% des malades sont en rémission ou déclarés guéris au bout de 5 ans. 48%. 18 vont très nettement mieux, 15 vont mieux, et quand on regarde bien, 11 sont en état stable, 8 se sont aggravés. C'est encore trop, mais c'est pas si mal. Je vous rappelle qu'on ne peut pas dire la même chose pour le diabète, ni pour la mucoviscidose, ni pour la sclérose en plaques, etc., etc. Voyons ce qui se passe pour la boulimie. Pareil, 56% des malades à 5 ans sont déclarés guéris ou en rémission, 11 vont beaucoup mieux, 8 vont mieux, 14 sont en état stable et 11 se sont aggravés. Alors, on va le revoir, rémission-guérison, c'est pas pareil. Si on regarde la guérison, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la guérison? Déjà, bêtement, ma concierge dirait, quelqu'un qui est guéri, il ne rechute pas. En médecine, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous voyez, quelqu'un qui est guéri du Covid, il peut rattraper le Covid. Ça arrive. Et donc, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un qui a souffert d'anorexie mentale et qui a guéri de refaire une anorexie mentale? Alors ça existe, mais c'est très rare. Donc j'ai envie de conclure cette première partie en disant que, comme la rechute est la règle, la guérison est la règle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans aucun discours, il ne doit y avoir, vis-à-vis d'une personne qui souffre d'anorexie ou de boulimie, ma cocotte, ça ne va pas le faire, tu ne vas pas guérir. À aucun moment, dans aucune situation. Alors, il est bien évident que si la malade a 40 ans, qu'elle est tombée dans l'anorexie mentale à 11 ans, que son père l'a violée, que sa mère a disparu, que son oncle a tripoté, que depuis elle n'a plus de travail, etc., etc., qu'en plus elle est bipolaire et qu'elle est franchement dépressive et qu'elle ne dort pas plus de 3 heures par nuit, ça va être plus compliqué. Mais ça n'est pas impossible. Vous connaissez tous cette phrase célèbre. Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Alors regardez un peu ce que dit un des grands pontes de l'anorexie mentale. Une méta-analyse sur 5600 patients, 120 études. Après 5 ans, 37% sont définitivement guéris, 49% après 10 ans, 63% après 15 ans. Dans une méta-analyse de 2017 américaine, 84% sont guéris à 5 ans chez les ados, 71% chez les adultes. Pareil dans la boulimie. Après 1 an, 44%, après 9 ans, 68%, après 20 ans, 69%. Dans l'étude de Griot, 52 et 74%. C'est une maladie qui guérit. Et donc nous devons tout faire, nous les malades, nous les proches, nous les thérapeutes, pour que un jour cette maladie appartienne au passé. Alors, pour parler un peu brutalement, c'est quoi la différence entre rémission et guérison? Déjà, c'est le temps.
J'ai envie, puisque Pascal est addictologue, de dire avec lui que quelqu'un qui vous a dit qu'il a arrêté de se droguer ou arrêté de boire lundi alors qu'on est mercredi, on peut lui dire que c'est pas gagné. En revanche, s'il a arrêté de boire il y a 3 mois, il y a quelque chose qui s'est passé. Et s'il a arrêté de boire depuis 3 ans, ça serait quand même assez dégueulasse de lui dire qu'on ne guérit jamais. Je pense que le temps fait quelque chose à l'affaire. On va le revoir tout à l'heure d'un point de vue psychocomportemental. Alors, pour parler de rémission, les scientifiques essaient de trouver un critère commun et nous nous sommes accordés sur l'idée de 3 mois. 3 mois sans symptômes et signes d'anorexie mentale, tu es en rémission. 3 mois sans symptômes et signes de boulimie, tu es en rémission. Mais tu n'es pas guéri, ou tu n'es peut-être pas guéri. Alors, dans l'anorexie mentale, est-ce que le poids intervient? Alors, la réponse est oui, mais non. C'est-à-dire que, pour être clair, un certain nombre de thérapeutes et moi-même, nous pensons qu'il n'est pas possible de guérir de l'anorexie mentale si l'IMC est inférieur à 18,5. Certains disent 18, d'autres disent 19, c'est par là. D'accord? C'est-à-dire que c'est un critère nécessaire. En revanche, ça n'est pas un critère suffisant. D'accord? Un critère nécessaire. Ceux qui n'ont pas ce critère IMC inférieur à 18, 18,5 ne guériront pas tant qu'ils n'auront pas ce critère. Et ceux qui ont ce critère ne sont pas forcément guéris pour autant. Alors, dans les deux, pour parler de rémission comme pour parler de guérison, il faut qu'il n'y ait plus ni signes ni symptômes de l'anorexie mentale ou de la boulimie. Alors, est-ce qu'on peut être déprimé quand même? Eh oui, ça ne fait pas partie des critères de l'anorexie et de la boulimie. Est-ce qu'on peut être toqué? Oui, ça ne fait pas partie des critères. Pour autant, le malade, il n'est pas forcément bien, mais en termes de guérison de l'anorexie ou de la boulimie, le fait de ne plus avoir les signes et symptômes de l'anorexie ou de la boulimie suffit à dire que le malade est en rémission ou éventuellement au bout d'un certain temps guéri. Ce qui fait la différence entre rémission et guérison, c'est la pensée. Et je pense que, je ne sais pas si Pascal serait d'accord avec ça, moi je suis un ancien fumeur, en tant que médecin, c'était pas forcément génial, je fumais entre un paquet et demi, le stress des examens, le stress des malades, le stress des gardes, enfin voilà. C'était compliqué. J'ai donc arrêté 3 fois. Ça veut dire que j'ai rechuté 3 fois. Et puis au bout de 3 fois, ma tête, on en parlera peut-être plus tard si vous le voulez bien, ma tête a dit, c'est la dernière. Et maintenant, je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment je le sais. Et si, je peux vous dire pourquoi. Régulièrement, on me propose une cigarette, je la fume. Il ne se passe rien. Alors, il y a un psychiatre à qui j'en ai parlé qui m'a dit, tu n'étais pas accro. Je fumais quand même un paquet et demi. Bon, alors je n'étais peut-être pas accro, mais je ne pouvais pas rester un jour sans fumer. Voilà, donc c'est cette idée, la pensée anorexique. Alors c'est difficile à définir, on le verra tout à l'heure si vous le voulez en discussion, parce que là on n'aura pas trop le temps. La pensée, dans la rémission, la pensée elle est affaiblie, elle est diminuée, mais elle est là. Donc la malade se contraint à rester dans le soin. Quand elle est guérie, il y en a même qui me disent, docteur, en particulier, j'ai eu au téléphone une certaine Hélène, qui doit avoir maintenant 50, enfin peu importe, 50 ans. Elle me dit, vous savez, monsieur Rigaud, je ne serai plus capable de faire l'anorexie mentale. Mon cerveau ne sait plus faire. Alors comment elle sait ça? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est l'obsessionnalité. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais dans cette salle, il y a un certain nombre de jeunes femmes, parce qu'il n'y en a que des jeunes femmes ici, qui ont envie de perdre 1 ou 2 kilos, qui, quand elles ont pris donc 2 kilos, ont envie de se mettre au régime, voire se mettre au régime.
La différence entre elle et une personne qui souffre d'anorexie mentale, c'est que chez la personne qui souffre d'anorexie mentale, c'est totalement obsessionnel. Elle y pense le jour, elle y pense la nuit, elle y pense au repas, elle y pense en dehors des repas, elle y pense debout, elle y pense assise quand elle arrive à s'asseoir, elle y pense dans toutes les positions, dans toutes les conditions possibles, elle y pense au travail, elle y pense partout, elle y pense tout le temps. Et c'est épuisant. Et c'est ça qui va faire la différence entre rémission et guérison. Et puis l'autre point, mais qui va ensemble, c'est ce que j'appelle les pôles d'intérêt. Quand vous parlez à Marilyn, quand vous regardez le site de Marilyn, le site internet de Marilyn, il n'y a que de la bouffe. Marilyn, elle me parle du dernier restaurant qu'elle a fait, elle me parle du restaurant d'avant-hier, elle me parle de ce qu'elle a mangé il y a 8 jours. Mais je lui dis, mais Marilyn, moi j'ai un problème, je ne sais même pas ce que j'ai mangé hier. On est allé au restaurant l'autre jour, je peux te dire que c'était bon, mais je ne me rappelle plus ce que j'ai mangé. Parce que finalement, j'étais avec des copains, avec des copines, on s'est bien amusé, c'était hyper sympa, mais ce que j'ai mangé, franchement, je ne sais pas. Les pôles d'intérêt. Alors, le problème, c'est que ça ne se prescrit pas, les pôles d'intérêt. Hein. Là, j'ai une malade, elle était très douée à la clarinette. Je lui dis de reprendre sa clarinette. Elle n'y arrive pas. Parce que dès qu'elle met en bouche la clarinette, elle se demande si ce n'est pas calorique. Elle n'y arrive pas. Alors, les comorbidités... alors, je ne suis pas compétent pour en parler. On verra peut-être tout à l'heure avec Pascal ce qu'il en pense lors de la discussion. Moi, ce que j'ai constaté avec les psychologues et les psychiatres qui ont travaillé avec moi, c'est que les comorbidités, même des sérieuses, s'améliorent avec la rémission et la guérison du TCA. S'améliorent. Et il y a même des gens qu'on avait étiquetés borderline, ça parle à tout le monde, ça, borderline, donc trouble de la personnalité limite, qui ont vu disparaître leur trouble de la personnalité une fois guéris. Donc la dénutrition, ça doit jouer un rôle là-dedans. Alors, il faut être clair, il ne faut pas être angélique. Tout le monde a envie de la guérison. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des gens que ça arrange de tomber malade. Je ne crois pas qu'il y ait des gens que ça arrange de rester malade. Je ne crois pas qu'il y ait des parents que ça arrange que leur fille reste malade. Moi, je ne crois pas à ça. J'ai peut-être tort. Il y a peut-être des exceptions. Mais dans l'ensemble, je ne crois pas à ça. En revanche, ce que je crois, c'est que certaines maladies, malgré les efforts de tout le monde, continuent à évoluer, résistent aux soins et nous mettent en échec. Et donc, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce qui s'oppose à la guérison? Alors, je vous rappelle que dans le diabète ou la mucoviscidose, on ne se pose plus la question, on ne guérit pas. Mais on pourrait se la poser, après tout. Alors, pour l'anorexie mentale, ce qui s'oppose à la guérison, c'est le fait d'être sans filet à poids normal. Et pour faire simple, la plupart des malades qui souffrent d'anorexie mentale mettent 3 à 10 fois plus de temps à prendre ces putains de derniers 3 kilos que les 10, 15 ou 20 kilos qu'elles ont pris avant, par exemple, à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, les personnes? Elles disent c'est ma marge de sécurité. Elles me disent ça me rassure. Elles me disent, comme ça au moins, je suis différente. Enfin, elles me disent un certain nombre de choses. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un peu comme l'époque que nous vivons. Quand on change de monde, on est les uns et les autres obligés de constater qu'on a changé de monde. Vous voyez, depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, depuis l'agitation dans les États musulmans, depuis un certain nombre de choses, depuis la mondialisation, depuis les hypermarchés, on a changé de monde. Au fond, on n'est pas d'accord.
Au fond, il y a quelque chose en nous, enfin pas pour tout le monde, hein, mais quelque chose en nous qui s'oppose à cette idée que le monde a changé. Et la malade qui sort d'anorexie mentale, la malade qui sort de la boulimie, elle est en train de voir le monde changer. Son monde à elle. Son environnement change. La tête de sa mère change. La tête de son père change. La tête du thérapeute change. Alors il change plus ou moins bien, il change en bien ou en mal, mais il change. Et quelque part, ça dérange. Ça me rappelle un peu ce qui arrive aux filles à l'adolescence. Elles ont 12 ans, elles ont la même silhouette que les garçons, elles sont un peu gourmandes, les garçons plus qu'elles, on ne va pas rentrer dans les détails biologiques, mais enfin bon, ces connards de garçons, ils mangent quand même plus qu'elles, ils bouffent plus de cochonneries qu'elles, ils restent avec la même silhouette et le même poids, et elles se tapent 3, 4, 5, 10 kilos de plus, elles prennent des seins, des fesses, des cuisses, enfin, elles n'ont rien demandé. Elles n'ont rien demandé. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a des gens qui sont propres au changement, et il y a des gens qui sont capables de mettre les 4 pieds sur le frein parce que changer n'est pas possible. Et c'est là que l'idée de guérison dérange. Alors, je vais le redire avec des mots plus simples. Si je n'ai pas l'anorexie mentale, si je n'ai pas la boulimie, j'ai quoi? Et si le thérapeute, si les proches, et surtout, si la malade ne répondent pas à la question, j'ai quoi? Ben, je ne vois pas pourquoi elle guérirait. Et puis, il y a les dernières crises. Là, j'ai une malade. Ah ben, c'est extraordinaire, j'étais super content de moi. Je la suis depuis 3 ans et demi. En moins de 6 mois, on était passé de 3 crises par jour et 15 vomissements par jour à 3 crises par semaine et 2-3 vomissements par semaine. Elle était à IMC 16, elle est montée à IMC 19, elle était assez contente de son poids, elle ne voulait pas maigrir. Moi, j'avais coché toutes les cases, je l'avais mis en rémission complète, ça va bien. Et puis, elle me rappelle, elle me dit, ça y est, ça recommence les crises. Alors, on le verra tout à l'heure, mais ce qui s'oppose à la guérison, c'est aussi la pensée dichotomique. C'est-à-dire, soit je suis bien, soit je suis mal, soit j'ai 19 sur 20, soit je suis une merde, soit je fais des crises, soit j'en fais pas. Voilà. Alors donc, je demande à cette personne, mais des crises... et donc, on voit ensemble. Elle fait une crise par semaine, elle ne prend pas de poids, elle a une alimentation diversifiée, pas tellement restreinte, un peu restreinte, mais je connais plein de femmes qui sont comme ça. Et sa crise, elle est 5 fois moins importante que les crises d'avant. Et alors je lui dis, ben, finalement, ce n'est pas un problème. Ben, ça la dérange plus que moi. Alors, est-ce que c'est un problème d'avoir ce genre de crise par semaine ou pas? Je vous laisse en juger. Mais en tout cas, pour la malade, c'était quelque chose. Et on finit par travailler et arriver sur cette idée que c'est mon petit plaisir. Et alors je lui dis, mais putain, mais c'est un progrès fantastique, parce que jamais, quand tu étais au fin fond du gouffre de la boulimie, tu disais, une crise, c'est mon petit plaisir. Alors que là, tu viens de me dire, c'est mon petit plaisir. Je vous laisse en juger. Alors, ça, c'est dérangeant, mais j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, donc peut-être vous le comprendrez vous beaucoup plus vite que moi. Pour guérir, il faut passer par une zone où on est mal. Et je pense que Pascal serait d'accord. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, je peux vous dire que si on me disait « c'est super, tu dois te sentir bien mieux », eh bien, je disais non. Je ne me sentais pas bien mieux du tout, je me sentais franchement pas bien. Quand on arrête de fumer, quand on arrête de boire de l'alcool, quand on arrête l'héro ou la coke, on est mal. Et donc, on a besoin que les gens vous plaignent. On a besoin que les thérapeutes soient empathiques
en disant « Oh là là, putain, ça doit être dur !» Parce que c'est dur. Et que quand vous leur racontez que... voilà, mais moi j'ai connu ça avec les personnes, hein, je vous rappelle, je suis gastro-entérologue, hein, les personnes alcooliques qui venaient avec cirrhose du foie, vous leur racontez qu'elles pouvaient mourir d'une hémorragie digestive par rapport à l'arrêt de l'alcool, rien à battre. Hein. Moi, mon problème, c'est qu'est-ce que je vais faire sans mon alcool? Ouais, mais tu risques de mourir. Le cerveau, il est pas comme ça. Et ça, il faut que nous, les thérapeutes, nous, les proches, nous, les malades, on comprenne bien ça. Le cerveau, il ne raisonne pas. Il fait semblant. On est très bon en calcul, machin, en sciences, etc. Mais pour ce qui est de ces maladies qui impliquent le trouble du comportement, il n'y a aucun raisonnement sérieux qui tienne dans la tête des patients. Aucun. Donc, pour guérir, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que, alors, je ne vais pas dire qu'on est bien à IMC 13, je ne vais pas dire qu'on est bien avec 3 crises et 15 vomissements par jour. Et ça, il faut l'entendre. C'est vrai, mais on est nettement moins mal qu'avant. C'est ça qui dit le cerveau. T'es nettement moins mal qu'avant. C'est ça qui fait que le fumeur fume, c'est ça qui fait que l'alcoolique continue à boire. Parce que son cerveau dit, quand tu bois, t'es moins mal qu'avant. C'est déprimant, hein? Mais non. Parce que, quoi qu'on fasse dans la vie, quoi qu'on fasse, qu'on apprenne le tennis, qu'on apprenne le piano, qu'on apprenne le japonais, ou qu'on apprenne le Scrabble, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que quand vous vous mettez au piano, je vous rappelle, vous mettez 5 ans avant de pouvoir jouer Chopin et 15 avant de pouvoir jouer Liszt. C'est chiant. Pourtant, vous faites tous les efforts et à un moment donné, vous croyez que vous y êtes et paf, c'est raté. Alors, le problème, c'est que être confronté à l'idée d'échec, on n'aime pas. Et les personnes qui souffrent d'anorexie ou de boulimie, pas plus que nous. Quand ils savent qu'ils ont déjà rechuté 2 fois, ils aiment encore moins. Quand ils savent qu'il va falloir prendre 18 kilos, mais que derrière, s'ils commencent à manger, la boulimie va leur tomber dessus, ça ne les fait pas rigoler. Sortir de sa zone de confort. Et puis, ces fameux pôles d'intérêt. Alors c'est compliqué, je le redis, je le redis, je le redis. Les pôles d'intérêt, malheureusement, ça ne se prescrit pas. Enfin si, ça m'est arrivé quelquefois. Mais en général, ça ne se prescrit pas. Une fois, je me rappelle, elle s'appelait Nathalie. On était en échec thérapeutique. Elle avait été hospitalisée à peu près 3 ans sur les 6 dernières années. On ne savait pas quoi faire. Et un jour, les gens qui me connaissent savent que de temps en temps, je perds un peu. Et voilà. Je sors une ordonnance et je mets un chat, de préférence gris et de sexe féminin, un exemplaire, QSP pour la vie. Et je signe. La malade a acheté le chat et elle est entrée en rémission. Je ne sais pas ce qu'on a fait avec elle. En tout cas, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, elle m'appelle régulièrement et elle me dit, le chat est mort depuis longtemps malheureusement, et elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand je me rappelle plus comment il s'appelle le chat, si Ulysse, ah ben oui Ulysse, je suis con, Ulysse bien sûr, le voyage. Parce que ce chat, il s'est intégré dans quelque chose. Et puis, quelque part, et c'est pour ça que je me tourne vers les thérapeutes, je me tourne vers les proches, parle à mon âme, mon corps est malade. À un moment donné, le chat a parlé à son âme. Et je pense que ce chat était, pour elle, un animal mythique. Et puis, dans la vie de tous les jours, un support incroyable à sa solitude. En plus, les chats, son chat, comme beaucoup de chats, était à l'opposé de ma malade, qui était toujours sous contrôle. Son chat ronronnait, son chat demandait à bouffer, son chat rêvait, glandait toute la journée. Parce que on est une espèce animale complètement loufoque.
Hein? Moi, je me suis baladé, parce que j'adore les voyages, je me suis baladé partout sur cette terre, en particulier. Tout à l'heure, je vous parlais de la Tanzanie. Mais ils glandent, les animaux. Ils glandent tout le temps, les animaux. Ils bougent que pour bouffer. Hein? Les lions, ils dorment. Les gazelles, elles broutent. Hein? Les hippopotames, enfin bon, vous voyez, les hippopotames dans l'eau, là. Pff, les crocodiles à côté. Hein? L'homme, lui, il pense que pour gérer son poids, il faut bouger. Et même, il y a même des médecins nutritionnistes qui disent ça, hein, sérieusement. Hein. Et c'est marqué maintenant sur les écrans de télé, en dessous des bounties et des trucs, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, sortir la malade du trio infernal, poids, silhouette, calories. Poids, silhouette, calories. Poids, silhouette, calories. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va parler de poids, silhouette, calories, il va falloir lui trouver un truc qui parle autrement. Il avait raison, Pascal, tout à l'heure. Qui parle autrement à elle, qui ne soit pas comptable de sa vie, parce que l'anorexie, elle est comptable de sa vie. C'est pour ça qu'elle compte. Elle compte les calories, elle compte le poids, elle compte la silhouette, parce qu'il faut que quelqu'un soit comptable de sa vie, parce qu'elle ne compte au fond pour personne. Je me fais à faire du Lacan maintenant. Alors, libérer les gens. Vous voyez, moi, ce qui m'a le plus surpris quand je suis sorti de ma zone de confort, c'est quand j'ai vu des otages enfermés comme ça depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans des conditions épouvantables, avec le mec qui leur mettait la calache 2 fois par semaine en disant « je vais te tuer, connard », etc. Il sort, il devrait sauter de joie, il devrait aller danser. Ben non, il déprime. Pas tous, hein, mais il déprime. Il déprime parce que, à un moment donné, être otage dans cette espèce de routine infernale que c'est d'être otage, je sais que je vais dire une connerie, mais j'ose le faire, ça rassure le cerveau. Parce que tant qu'il a ça, c'est qu'il est en vie. Et s'il n'a pas ça, quand on le sort de là, et qu'il rentre dans sa famille, c'est qu'il va mourir. Je ne sais pas comment le cerveau fabrique ça, mais je vous assure, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit. Il y a un grand écrivain italien qui s'appelle Lévi qui a dit ça par rapport au camp de concentration qu'il avait vécu. Mais pourquoi? Mais parce que pendant toutes ces années d'anorexie mentale, pendant toutes ces années de boulimie, le cerveau, il a sans arrêt envoyé des messages. Mort, mort, mort. Et puis tu tiens. Tu ne sais pas comment tu tiens, mais tu tiens. Tu tiens envers et contre tout, tu tiens dans l'hyperactivité physique, tu tiens dans l'hyperactivité psychique, tu tiens. Et puis brusquement, on te guérit. Alors tu tiens à quoi? Tu te tiens à quoi? Et c'est, je crois, toute la problématique de cette chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la rechute? Eh bien, on peut dire une chose très simple, la rechute est utile. La rechute est utile aux thérapeutes. La rechute est utile aux proches, aux parents, aux frères et sœurs. La rechute est utile à la patiente. Parce qu'on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science biocomportementale. Face à l'échec, le cerveau se met à penser « Comment j'en suis arrivé là ?» Quand vous réussissez tout. Vous voyez, j'avais un copain, il s'appelait Giladi. C'était un type merveilleux, il s'asseyait à une table, en 5 minutes, il avait résolu le problème, il avait 19,5 sur 20, il allait glander, etc. Jusqu'à l'âge de 40-45 ans, on s'est fréquenté, il n'a rien fait de sa vie. Moi, je me suis fait chier. Alors, à l'école primaire, j'étais pas bien. Au collège, j'étais dans la deuxième moitié de la classe. En première et en terminale, j'ai failli rater mon bac. J'ai raté mon concours en médecine. Mais il y avait une chose, une seule chose.
Et c'est ça qu'il faut essayer de distiller comme pensée aux malades qui sont en souffrance par rapport à l'anorexie ou la boulimie. Une seule chose, je n'ai pas de plan B, je n'ai que la guérison. Alors, les rechutes, elles sont importantes parce que ça permet aux malades de voir le terrain parcouru. Et puis ça permet aux malades d'avoir l'idée, pour peu que le thérapeute soit astucieux, de s'apercevoir que tout le monde est mortel et personne n'est irremplaçable, que l'amour est fini et qu'on rate pas mal de trucs dans la vie. Tiens, je voyais l'autre jour Federer. Non, ça vous dit rien les filles, Federer. C'est un champion de tennis. Federer, il a été premier joueur mondial pendant 8 ans. Mais il a perdu des matchs. Il a perdu des matchs en 16e de finale. Hein. Et il râlait. Alors, la bonne nouvelle, mais je n'ai pas le temps de développer, on le développera peut-être plus tard, c'est que globalement, statistiquement, les rechutes sont de moins en moins fréquentes et de moins en moins fortes chez la plupart des malades. Et puis, là encore, il y a un effet temps. Vous voyez qu'en sortie d'hospitalisation, le risque de rechute augmente à peu près jusqu'à 6 mois après la sortie. Puis après, ça diminue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, thérapeutes, nous les proches, nous les patients, on doit se dire, il y a des zones, des phases de danger où je dois être particulièrement vigilant, et puis après ça passe. Alors je ne sais pas si je vais m'aventurer sur le terrain de la psychiatrie, je dirais que c'est un peu comme l'anxiété, vous savez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'anxiété monte et quand vous êtes sujet à l'anxiété, comme moi quand j'étais jeune, vous avez l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, je suis allé voir un psychologue et il m'a dit, il y a un moment donné, ça s'arrête. Hein. Tu devrais attendre le moment où ça s'arrête, où ça se stabilise, et puis tu devrais regarder descendre. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça. Parce que c'était quoi la différence? La différence, c'est que en regardant l'anxiété monter, se stabiliser puis descendre, je commençais à prendre le contrôle de mon anxiété. Alors, pas en vrai, mon cerveau. C'est-à-dire que j'avais l'illusion du contrôle de la prise en compte de cette anxiété. L'illusion du contrôle. Mais c'est important, l'illusion du contrôle, hein, chez l'homme. Regardez dans la boulimie. Les rechutes, c'est vraiment dans les 3-4 mois. Hein. Après, on a l'impression que ça va beaucoup mieux. Donc, il faut passer un cap. Je le dis parce que c'est la réalité. Je suis obligé de parler de réalité. Dans l'anorexie, il y a statistiquement, sur plusieurs milliers de malades, 2,6 rechutes avant la guérison. En moyenne, hein, en médiane. Ça veut dire qu'il y en a qui rechutent une fois ou 0, puis il y en a qui rechutent 10 fois. 2,6. C'est-à-dire que si un malade rechute, c'est normal. Dans la boulimie, vous voyez, c'est pire. Alors, ces rechutes, elles vont apprendre à tout le monde à gérer les échecs, à tenter des nouvelles stratégies, à libérer son âme, à créer de la valeur ajoutée et à générer de la colère. C'est hyper important, la colère. Il y a une malade là, elle vient de loin. Je ne vous raconte pas sa vie, mais pour faire simple, elle fume 2 paquets par jour. Enfin, à l'âge de 20 ans, elle fume 2 paquets par jour. Elle se fait une petite ligne de côte et elle boit la moitié d'une bouteille de whisky à peu près tous les jours. Elle se débarrasse de la coke. Elle se débarrasse de l'alcool, elle diminue son tabac et elle démarre la boulimie à 25 ans avec 2 crises de boulimie par jour. Et puis, grâce au travail qu'elle a fait, elle ne fait plus de crise. Elle n'en revient pas. Et puis, elle me dit, Monsieur Rigaud, j'ai de la colère. Alors, comme elle a une histoire de merde, je lui dis de la colère contre ta mère, moi aussi j'en aurais. Non, non.
contre la boulimie. C'est important la colère. C'est important la colère. Cette merde qui me bouffe la vie. Alors, on termine. On l'a vu, il faut s'y prendre tôt. Il faut s'y prendre bien et il faut s'y prendre avec empathie. Tôt, ça veut dire que les personnes qui en souffrent, c'est mieux si elles réagissent tôt, mais bon, ça c'est compliqué. Quoique dans la boulimie, c'est plus facile que dans l'anorexie. Les proches, c'est mieux s'ils repèrent la maladie tôt que tard. Et puis les thérapeutes aussi, c'est mieux s'ils interviennent tôt. Encore faut-il qu'ils interviennent bien. Il y avait une étude qui a été faite par les Canadiens qui est absolument horrible, qui remarquait que dans les conditions que Pascal décrivait, on parle là des années 70-80, donc les malades enfermés, tu sonnes, tu as le droit au pot de chambre, si tu n'as pas bouffé en moins de 20 minutes, tu n'appelleras pas ta mère cette semaine, enfin bon, ce genre de choses-là. 300 malades. Par rapport à son service, où on fait du comportemental, humaniste, etc. 2 fois plus de rechutes, 3 fois plus de transformation en boulimie. Les thérapeutes peuvent être responsables de la pérennisation, de l'aggravation de la maladie. Et donc, comme d'ailleurs, je crois, voilà, d'autres l'ont dit avant moi, il faut que nous soyons très attentifs à ne pas faire mal, à défaut de faire bien. Ah oui, j'avais envie de vous raconter un truc. J'ai vu ça récemment, mais vous savez ça sûrement. Il y a une étude scientifique néo-zélandaise sur des chiens. Et ils ont tiré au sort 50 chiens, 25 chiens par groupe. À 25 chiens, en gros, à chaque fois qu'ils faisaient pipi ou caca dans un endroit où il n'était pas censé faire pipi ou caca, on lui gueulait dessus. Éventuellement, on lui faisait une tape sur le nez, etc. Et dans l'autre groupe, on lui disait rien, mais à chaque fois qu'il ne faisait pas caca ou pipi, on saluait ses efforts. C'est clair ce que je vous raconte là? Dans le premier groupe, les thérapeutes étaient super contents parce que les chiens faisaient caca ou pipi dans des endroits cachés, sous les lits, sous les armoires, etc. Comme ça, ils n'étaient pas pris. Et dans le deuxième groupe, ils ne faisaient plus ni caca ni pipi. Ça veut dire que si on a un comportement positif avec les patients, ça fonctionne beaucoup mieux que si on a un comportement négatif. Donc l'idée, c'est... Alors, il y a des collègues psychiatres qui appellent ça le renforcement positif. C'est très con comme truc, hein, c'est un nom très choisi, mais ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un ne fait pas mal ou fait bien, il faut applaudir. Et puis quand il fait mal, il faut lui dire que c'est dommage, mais qu'il a fait bien. Donc il peut refaire bien. Ça aide. Ça ne guérit pas forcément. L'empathie. Alors, je sais que ça peut se discuter, mais je suis formel, et je ne suis pas le seul. L'anorexie et la boulimie ont commencé par un régime restrictif, hypocalorique, pauvre en graisse. Elle va se terminer avec, pas ou grâce à, un modèle alimentaire compatible avec les besoins du cerveau et du corps en calories, en protéines, en minéraux, etc., etc. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pendant qu'on fait ça, qu'on soit diététicien, psycho, proche, etc., on doit faire autre chose en même temps. Vous savez, c'est comme le piano, on a 2 mains, donc il y a la main gauche et la main droite. Elles ne font pas la même chose, mais on est obligé d'avoir les deux. Là, dans le cas particulier, il va falloir s'occuper de la personnalité du malade. Qu'est-ce qu'on fait de son besoin de contrôle? Qu'est-ce qu'on fait de sa psychorigidité? Qu'est-ce qu'on fait de son manque de confiance? Qu'est-ce qu'on fait de son manque d'estime de soi? Qu'est-ce qu'on fait de son manque d'affirmation de soi? Qu'est-ce qu'on fait de ses troubles du sommeil? Qu'est-ce qu'on fait de ses angoisses nocturnes? Qui éventuellement
aussi des autres comorbidités. Moi, je sais pas ce que tu en penses, tu le diras tout à l'heure, mais quand un malade, il est vraiment très, très déprimé, limite mélancolique, essayer de traiter la boulimie ou l'anorexie, ça va pas le faire. Hein. De toute façon, c'est une merde, il a juste qu'à mourir, c'est très bien s'il fait des crises, il est nul, va chier. Et donc, à ce moment-là, on s'occupe de la comorbidité. Et puis, et je terminerai quasiment par là, ne pas oublier l'hyperactivité et ne pas cantonner l'hyperactivité à seulement l'hyperactivité physique. Oui, elles bougent tout le temps, oui, elles sont debout plutôt qu'assises, oui, elles ne peuvent pas rester tranquillement assises à regarder la télé ou lire un livre, mais c'est parce que là, ça pense tout le temps, ça pense tout le temps. Donc il va falloir lutter aussi contre cette hyperactivité psychique. Alors, l'idée c'est motiver, et pour motiver, il faut renoncer. Et renoncer en particulier à quelque chose qui est fondamental dans l'anorexie et dans la boulimie, peut-être encore plus dans la boulimie, le besoin de contrôle, le besoin compulsif de contrôle. Alors, c'est long, ça prend du temps, mais qu'est-ce que le chemin peut être beau. Et je termine là-dessus. Guérir est un chemin qu'on va parcourir à la condition d'avoir en tête un certain nombre de choses. Premièrement, où on va. Deuxièmement, ce qu'on y gagne. Troisièmement, comment on y va. Quatrièmement, avec qui on y va. Et cinquièmement, en acceptant la douleur que ça génère. Ça y est, il a fini ce con. Je pense qu'on peut applaudir chaleureusement Daniel Rigaud pour cet exposé absolument passionnant et toute l'animation qu'il y a mis, toute la passion, je dirais, qu'il y a mis. Donc le principe maintenant, c'est le temps du débat, c'est véritablement de poser vos questions, d'utiliser les compétences remarquables et comment dire, l'aisance à expliquer facilement des choses difficiles du professeur Rigaud. Vous parliez de ce déclic que vous avez eu, que certains de vos patients ont eu, qui un jour se sont dit « mon cerveau ne sait plus faire ». Et je ne sais pas, moi je restais dans l'idée que quand notre cerveau a appris à faire quelque chose, il ne peut plus le désapprendre. Je sais faire du vélo, même si j'en fais pas pendant 10 ans, je sais en faire. Et qu'on disait qu'on est un ancien fumeur, un ancien alcoolique, mais pas un non-alcoolique. Oui. Alors j'entends qu'il peut y avoir à un moment donné une guérison ou une rémission qui dure, mais la vie étant faite de risques, l'inconfort reste toujours possible de dériver à nouveau. Il n'y a jamais de sécurité absolue et définitive. Donc, je ne sais pas, à mes patients, je leur dis, vous n'allez peut-être pas guérir, mais vous allez réapprendre à vivre autrement et d'une manière peut-être plus confortable qu'avant. Mais jamais à l'abri de la météo. Je me permets de ne pas être d'accord avec vous. Oui, mais vous avez raison. Alors, premièrement, il est tout à fait vrai que le cerveau ne désapprend pas un comportement. Il est tout à fait vrai aussi qu'une malade de 60 ans qui a arrêté l'anorexie ou les crises de boulimie à 25 se souvient parfaitement de ce que c'était. Ça n'est pas discutable. Ce qui, en revanche, est différent, c'est le contrepoids. C'est-à-dire que dans l'anorexie ou dans la boulimie, quand elle est en phase d'état de la maladie ou en rémission, il n'y a pas ou peu de contrepoids. Et quand elle est guérie, il y a un contrepoids. Alors, je ne sais pas, moi, on voit ça, je ne sais pas, même avec des tueurs en série. Il y a des gens, à un moment donné, pour X ou Y raison, le cerveau dit que ça ne va plus être possible. Alors, ils sont, appelez ça comme vous voulez, tentés. Mais
j'ai dit comme vous, hein, les statistiques sont claires et nettes. Alors certes, il y en a 2% qui rechutent, mais à la limite, on a envie de dire c'est une autre maladie, quoi. Mais les autres, ils sont vraiment à l'abri. Oui. Je suis obligé de le dire, ils sont vraiment à l'abri. Et on est d'accord. Là, j'avais une de mes patientes qu'on a déclarée guérie avec elle et ses thérapeutes depuis 5 ans. Elle avait un amour dans sa vie, elle est célibataire, elle n'a quasiment pas de conjoint, c'est son papa. Son papa a attrapé une maladie mortelle et j'étais hyper inquiet. Son père est mort, elle ne rechute pas. En revanche, elle prend des antidépresseurs. Mais elle ne rechute pas. Et elle me dit, ben, je ne sais plus faire. Alors, vous allez trouver des exceptions, hein, on est d'accord, 2%. Je vous assure, hein, on a des milliers de malades. Hein. Voilà, alors pour l'alcool, je ne sais pas, mais... Alors, est-ce que la fragilité génétique existe? Oui, je vous l'ai dit, il y a une fragilité génétique. Mais on peut s'opposer. Ce n'est pas une fatalité, hein, on peut s'opposer. De ce que j'entends juste dans votre réponse, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ce contrepoids, c'est cette construction que l'on fait au cours de sa vie et qui s'inscrit sur la durée, qui permet un étayage, qui va, et j'aime bien cette image du contrepoids, qui va permettre, même si on sait toujours faire, de rester à l'abri, même en situation de débordement émotionnel. Après, ce que vous finissiez en parlant de vulnérabilité, on n'est pas tous égaux dans nos vulnérabilités, et certains vont avoir un étayage, on va dire, plus souple et plus en capacité de s'adapter aux conditions de la vie, et d'autres, parfois... Oui, mais voilà. C'est vrai, mais... Mais ça se maintient, et donc ça peut être une guérison. Là, je parle hors de tout contrôle scientifique, hein, parce qu'il n'y a pas de preuve de ce que je vais dire. Mais moi, j'ai une intuition concernant l'anorexie mentale, c'est qu'au-delà d'un certain âge, ça paraît compliqué pour les cerveaux. Voilà. Et que si je regarde ma statistique, j'ai vraiment le sentiment, mais encore une fois j'insiste, c'est un sentiment, pas une réalité scientifique, que vers 30-35 ans, il y a beaucoup de cerveaux, ça déconnecte l'anorexie mentale. Et là, il y a une espèce, comme si, alors là on parle de femmes, hein, comme si elles changeaient de monde, et que, en gros, le cerveau disait, là, c'est juste plus possible, quoi. Hein? Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Bon, encore une fois, moi, j'ai essayé, mais mes statistiques ne me permettent pas d'avoir la preuve scientifique, sinon je l'aurais publiée. Je crois qu'avec l'âge, toutes les addictions évoluent assez favorablement. Enfin, il y a un grand nombre de patients addicts qui évoluent favorablement avec l'âge parce que le cerveau, petit à petit, perd cette impulsivité et ne sait plus faire. Oui, par exemple, oui, c'est ça, tout à fait, oui. Et je ne sais pas, je vous donne un exemple personnel, hein, voilà, comme ça. Quand on était ado avec mon frère aîné, pour des raisons que je ne vous raconterai pas parce que je ne vous connais pas assez bien et vous non plus, on était sans arrêt à faire des pompes et des abdos dans la chambre. Voilà. Hein. Bon. Franchement, à 20-25 ans, je ne comprenais même pas ce que je faisais là. Hein. Et depuis, je suis un glandeur effréné, je ne sais même pas où c'est l'activité sportive, et des pompes ou des abdos, je trouve ça complètement débile. C'était, je ne sais pas, j'ai passé. Voilà, on passe à autre chose. Donc je rassure les malades qui souffrent d'anorexie mentale et de boulimie en leur disant, il y a un moment donné, et je le souhaite, le plus rapidement possible, ton cerveau va passer à autre chose. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord. 2-3 petites questions. D'abord, ça ferait du bien aux thérapeutes. Moi, je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Pascal. En fait, le cerveau ne sait plus faire, ça c'est intéressant. Je trouve qu'il y a un moment qui est encore plus intéressant, c'est quand la personne dit « je sais que ça ne m'arrivera plus Ouais. ». Je sais que ça ne m'arrivera plus. Et ça marche pour toutes les addictions. Et à ce moment-là, effectivement, l'addiction, le comportement passe dans les oubliettes de l'histoire personnelle. C'est comme quelque chose qu'on faisait quand on était enfant et on sait qu'on ne refera pas.
Hein, et l'exemple est souvent assez parlant. Et ça, je dirais que c'est pas notre quotidien, malheureusement, mais on entend ça hein, assez souvent quand même avec l'approche actuelle en addictologie qui est personnalisée. Hein. Oui, mais c'est vrai ce que vous disiez sur l'impulsivité. Hein. Moi, j'appuie beaucoup ça. Alors, quand la malade souffre d'anorexie, cette impulsivité, elle est enfouie, mais elle est là. C'est-à-dire que tout est sous contrôle à l'extérieur. Elle surveille tout, y compris ses parents, y compris le chien. Tout est surveillé, tout est sous contrôle, mais elle se sent tellement impulsive au fond. Quant à la boulimique, c'est l'inverse. La personne qui souffre de boulimie, vous la regardez, vous avez l'impression qu'elle est dans l'impulsivité permanente, notamment dans ses crises alimentaires. Ça n'est pas vrai. Elle est dans le contrôle total, en fait. Moi, j'ai des malades, elles savent à quelle heure elles font la crise, elles savent de quoi elles font leur crise. Et tout est calculé, compté, elles savent combien de repas elles vont sauter, elles contrôlent le poids, elles contrôlent la silhouette. Tout est sous contrôle. Ça vous paraît assez invraisemblable, mais d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Et c'est vrai que ce jeu contrôle-impulsivité est quelque chose qu'on doit prendre en charge dans le traitement de ces deux maladies-là. De façon différente dans l'anorexie et la boulimie, voilà, mais voilà. Bon, je peux me permettre, André Muller, oui, pardon. Je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé de facteurs génétiques, de prédisposition génétique. Je n'ai pas entendu le mot épigénétique. Donc, quels sont les éléments qui font que ça bascule? Mais ce n'était pas l'objet. Alors, la réponse est oui. Mais quels sont les éléments qui font que ça bascule ou pas à partir d'une génétique donnée? Alors, je sais que ça peut déplaire, mais il y en a un qui est très clair chez l'animal et très probable chez l'homme, c'est le régime hypocalorique. Le régime hypocalorique déclenche des mutations génétiques. On a des preuves absolues chez la souris. Le tabagisme aussi, hein? Pardon? Le tabagisme aussi, je vous le signale, pour vous. Et pour moi, ancien fumeur. Non, mais moi, ça m'a perturbé définitivement mon cerveau et mon comportement. Non, mais c'est clair, c'est clair. L'alimentation actuelle pose un vrai problème en termes d'épigénétique, tout à fait. Voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que ça questionne, et ça c'est un vaste débat qui dépasse largement le cadre de cette conférence, mais oui, l'épigénétique doit jouer un rôle dans l'anorexie mentale. Et quant aux facteurs génétiques, il faut comprendre, c'est compliqué. Il s'agit d'une fragilité, d'une susceptibilité à. Et d'ailleurs, c'est co-induit avec les addictions, par exemple. Hein? C'est-à-dire que, grosso modo, il y a des facteurs communs entre... Voilà. Et dans les familles, maintenant, quand on intègre les gens qui sont addicts à quelque chose, eh bien, on en trouve 2 à 3 fois plus chez les personnes qui souffrent de TCA que chez les autres, par exemple. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un gène, c'est des gènes. Et là où c'est embêtant, mais c'est comme ça la science, c'est que les études ne trouvent pas toujours les mêmes gènes chez les malades qui souffrent d'anorexie et de boulimie. C'est-à-dire que manifestement, il doit y avoir... Mais c'est connu en mathématiques, hein, quand vous faites des mathématiques quantiques, c'est-à-dire que vous devez avoir des positionnements de 2, 3, 4, 5 gènes qui font une maladie qui s'appelle l'anorexie mentale, et dans d'autres circonstances, 2, 3, 4, 5 autres gènes qui, pareil, font l'anorexie mentale. Mais quand on réfléchit, c'est pareil pour le diabète, hein. Voilà, vous avez des diabètes avec des anomalies phénotypiques X et puis d'autres Y. Hein, le maudit, ça ne ressemble pas au diabète de type 2 et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas surprenant. Mais voilà. Et la boulimie, c'est l'envers du décor de l'anorexie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de profil génétique particulier. En tout cas, pas qu'on arrive à retrouver régulièrement, même si, de mon point de vue, on va le trouver. C'est-à-dire que quand quelqu'un
souffrent d'anorexie mentale, je pense qu'il faut un contexte génétique particulier pour qu'ils partent dans la boulimie, ou éventuellement un contexte génétique particulier pour qu'ils restent dans l'anorexie restrictive. Je ne sais pas. Mais on va avoir ça dans les prochaines années. Les études sont en cours dans 3 pays différents, donc on va le savoir. Moi, j'avais une question sur des traitements type acupuncture et l'hypnothérapie type EMDR. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. L'acupuncture et le MDR? Non, un ou l'autre. Mais actuellement, elle a des séances d'acupuncture et on pensait aux séances... Alors, le scientifique répond d'abord. Nous n'avons de preuve d'efficacité ni de l'un ni de l'autre d'un point de vue scientifique. Ça, c'est la première réponse. Ma deuxième réponse, l'acupuncture seule, comme technique, je ne sais pas quoi, médicale, ça ne fonctionne pas. Le MDR, il y a vraiment des arguments pour penser que c'est intéressant. Il n'y a pas d'études scientifiques qui permettent de vérifier ça encore pour le moment, par rapport à l'EMDR, pour une raison simple, les protocoles, pour faire de la science, il faut que les protocoles soient assez rigides. Et les protocoles de MDR employés ici et là sont trop variables pour qu'on puisse avoir. L'acupuncture, on sait. Alors après, il y a des gens qui font de l'acupuncture, des thérapeutes, associés à autre chose, dans un cadre de, j'en sais rien moi, de sophrologie, de méditation, de ce que vous voulez. Pourquoi pas? Ce qui est validé dans l'anorexie mentale, à l'heure actuelle, ce sont la thérapie familiale et la thérapie cognitive et comportementale, on va dire, de 3e vague, c'est-à-dire qui intègre une notion un peu humaniste. Voilà, pas seulement du comportemental. Quoi. Voilà, ça c'est validé. Après, le reste, je ne sais pas. Hein. Il y a des études. Moi, si vous voulez, par exemple, j'avais fait une étude sur 100 patients contre 100 patients souffrant d'anorexie mentale, les unes intégrant un psychologue qui faisait quelque chose qui ressemblait à de l'EMDR, mais pas que, et l'autre groupe, à une autre époque, avec un autre psychologue qui faisait de la thérapie comportementale et cognitive. Ils avaient le même thérapeute référent, c'est-à-dire moi, et le pourcentage de rémission et de guérison était le même dans les deux groupes. Voilà, je ne sais pas. À l'heure actuelle, on va dire, il y a 3-4 choses importantes. Première chose, rester empathique et positif envers et contre tout, quelle que soit la technique employée. Empathique et positif envers et contre tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même si on est psychiatre, c'est d'être résolument nutritionnel. Alors, c'est pas nous qui allons faire le job, hein. Je dis toujours, moi je ne suis pas garagiste, donc c'est le garagiste qui s'en occupe, mais en revanche, je m'intéresse à ma voiture. Donc je m'occupe de ça aussi. Voilà. Et les grandes équipes psychiatriques à travers le monde, y compris à Paris, etc., y compris à l'Impéro, etc., ils font du nutritionnel, mais pas du nutritionnel comme chez la personne qui souffre d'obésité, hein, pas du nutritionnel comme quelqu'un qui a 3 kilos en trop ou 3 kilos en dessous, pas du nutritionnel comme quelqu'un qui a perdu 10 kilos à cause d'une maladie de Crohn. Non, un nutritionnel spécifique TCA, mais nutritionnel. Nourrir l'âme. Il n'y a pas d'exception à la règle, à ma connaissance. Alors, mais pas que. C'est-à-dire que tu ne manges pas pour manger. Voilà, c'est tout. Puis-je vous faire remarquer... Tu ne respires pas pour respirer, c'est tout. Tu ne pisses pas juste pour pisser. Mais tu dois le faire. Là, je dis ça comme ça aux malades. Hein. Je voudrais vous faire remarquer, si vous permettez, que dans la question de monsieur, il y avait bien sûr acupuncture, EMDR, mais il y avait aussi hypnose. Hypnose. Et je
pense qu'il pensait à l'hypnose ericksonienne, qui est quand même très à la mode actuellement. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse. Quand on écoute les hypnotiseurs médicaux, ils vous disent qu'on change de logiciel cérébral. Et c'est ce que vous avez fait tout au long de la soirée en disant, il y a un moment, le cerveau dit que. Et ça, l'hypnose, c'est le faire. Oui, oui. Mais voilà, après, encore une fois, je vous donne mon humble sentiment. Je crois que, à l'heure actuelle, dans l'anorexie mentale, je ne parle pas de la boulimie c'est très clair. Dans l'anorexie mentale, ce qui compte, c'est le comportement du thérapeute avant tout. Et que la technique est moins importante que le comportement du thérapeute. Voilà ce que je pense, au fond du fond. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, je le redis, si tu ne parles pas à l'âme de la personne qui souffre d'anorexie mentale, tu fais n'importe quoi, ça ne sert à rien. Si tu lui parles, tu te prends pour Dieu. Attention, hein. Oui, mais comment savoir si le thérapeute est bon? Comment savoir? Ah oui. C'est une bonne question. Je vous la retourne. Comment vous savez qu'un prof de tennis ou un prof de piano est bon? Même chose. Même chose. Mais en même temps, il faut accepter que le prof de piano joue très bien du piano, mais ce n'est pas lui qui doit jouer du piano. Ou que le prof de tennis ou le coach d'une équipe de rugby, il n'est pas sur le terrain. Donc d'une manière, ce n'est pas lui qui va gagner le match. Hein. Donc lui, il doit convaincre l'équipe de jouer en équipe. Ah oui, j'ai oublié un mot tout à l'heure, je suis désolé. Ce n'était pas le sujet de la conférence. Équipe. Nous devons faire équipe. Je dis souvent aux malades, vous êtes une fille, vous ne connaissez rien au rugby. Enfin, maintenant, ça change. Hein, les filles se mettent au rugby. Mais les individualités au rugby, ça ne sert à rien. Si vous ne jouez pas en équipe, vous perdez le match. Voilà. Et nous, avec la personne qui souffre d'anorexie ou de boulimie, on doit jouer en équipe. Jouer en équipe avec la personne malade, jouer en équipe avec les proches. Et c'est pour ça que nous avions fait avec l'association Autrement des groupes de parole et d'expression pour les proches, de telle manière à ce qu'ils participent aux soins, que la thérapie familiale n'a d'autre but que de faire équipe, pas de savoir qui est responsable, pas de savoir qui est coupable, pas de savoir c'est la faute à qui, faire équipe pour sortir de cette merde. Voilà. Je vous remercie d'aller dans ce sens-là, le sens de l'équipe, de l'ouverture au système familial. Je suis psychologue et j'ai travaillé durant les derniers mois dans une unité fermée où il y avait notamment plusieurs jeunes adolescentes dans des états assez graves. Et je reconnais bien ce que vous disiez avant par rapport à la restriction cognitive, à l'appauvrissement. Et puis, j'ai aussi trouvé une espèce très, très bouleversant d'ailleurs à vivre et à côtoyer dans le quotidien, une espèce d'endurcissement intérieur, d'abrasion vraiment des affects. J'aurais une suggestion, disons, alors je sais que c'est pas applicable à la science, c'est pas à proprement parler de la science, c'est plus une question de vie et qui ferait écho à ce que d'autres personnes ont dit avant par rapport à l'acupuncture, à l'hypnose. Je trouve, et aussi par expérience, que même si c'est pas prouvé scientifiquement, le fait de multiplier des espaces de soins, de multiplier des interlocuteurs pour créer en fait un espace plus sécure, plus diversifié, un croisement de regards, ça permet aussi de nourrir une autre focale sur le corps, d'offrir une grille de lecture annexe à la personne finalement et d'enrichir son répertoire. Il y a 3 études scientifiques qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire l'intervention de plusieurs thérapeutes dans des champs différents, mais en réseau. C'est-à-dire on se parle et on ne dit pas le contraire de l'autre. Parce que c'est vrai que la maladie a parfois un peu tendance à nous opposer les uns aux autres. Le psychologue m'a dit que les haricots verts, voilà. Ah non, il a qu'à se mêler de ce qui... voilà. Bon.
Oui, je voudrais aussi vous remercier d'avoir souligné à plusieurs reprises, à la fin de votre intervention notamment, l'importance de l'aspect existentiel, ce qui peut donner de la consistance à vivre, puisque je pense que pour nous thérapeutes, ça nous soutient beaucoup dans nos, comment dire, dans nos mouvements qui visent, surtout à notre époque, à être de plus en plus holistiques dans l'ouverture au monde. Et ça me mène à une question, ou disons une hypothèse que j'ai envie de poser. Et si nous, soignants, thérapeutes et médecins, nous étions autant des thérapeutes que finalement des facilitateurs ou des organisateurs par rapport à ceux qui soignent et qui ne nous appartient pas. Vous parliez avant du temps qui passe, du fait que quelque chose lâche dans le psychisme. Et on voit bien que finalement les rencontres répétées avec un thérapeute sont soignantes en elles-mêmes, quelle que soit la thérapie. Donc voilà pour les remarques. Et par rapport aux comorbidités, j'avais simplement une information à partager. En lien à la nutrition, vous en parliez comme d'un levier de guérison. Il y a un médecin parisien, un psychiatre dont le nom m'échappe aujourd'hui, mais qui a créé la psychonutrition et qui propose des ordonnances, en plus des traitements médicamenteux vraiment chimiques, d'une autre chimie qui est en fait issue de la naturopathie, voilà, je dis le mot, des compléments alimentaires favorisants pour les états mentaux, pour les émotions, pour réduire aussi l'inflammation, des tas de choses en fait qui sont de plus en plus connues pour apaiser le psychisme et permettre peut-être l'ouverture à de nouvelles pensées et l'acceptation du changement. Voilà. Mais merci de ces remarques, je suis d'accord sur l'ensemble. Parce que je crois que ce sont, enfin je ne devrais pas le dire comme ça, mais ce sont des maladies incroyables parce qu'elles bouleversent nos certitudes et elles nous montrent à quel point il y a une espèce de cohérence scientifique entre, alors voilà, comment ça s'appelle, j'ai oublié, bon c'est pas grave, voilà, le corps et l'esprit, et la nourriture du corps et de l'esprit, et donc d'une manière ou d'une autre, moi c'est quelque chose que j'intègre dans mon discours thérapeutique, c'est-à-dire que je dis à la malade, Adèle, toi tu parles de grossir, moi je parle de nourrir ton esprit. Et pour nourrir son esprit, eh bien, c'est comme pour nourrir sa voiture, hein, il faut de l'eau, de l'essence et de l'huile, mais il faut aussi un objectif, sinon elle ne sert à rien la voiture. Hein. Je veux dire, voilà, on ne va pas se promener juste pour se promener avec sa voiture, enfin si, peut-être, mais rarement en fait. Et donc là, d'une manière ou d'une autre, je crois que c'est ça qui est important. Alors, nous on a montré, alors j'avais pas du tout l'intention d'en parler, mais je vais vous donner un truc, moi, qui m'a sidéré. Un jour, Lali, son prénom c'était Eulalie, mais on l'appelait Lali, qui était arrivée dans mon service pour anorexie mentale. Elle est très dénutrie, IMC 13-14. Elle est d'accord pour qu'on lui mette une sonde gastrique. Je ne vous fais pas de dessin, la sonde dans le nez, enfin l'horreur, quoi. Bon, donc on discute et puis on met en place la sonde gastrique. Elle reprend tranquillement du poids, enfin tranquillement pour une malade qui souffre d'anorexie, hein, c'est-à-dire beaucoup moins tranquillement pour moi, mais pour elle ça va. Et puis un jour, elle frappe à la porte de mon bureau parce qu'elle était comme ça, un peu gonflée, Lali. Et elle me dit, Monsieur Rigaud, il faut que je vous dise un truc. Non, il faut que je vous dise deux trucs, le positif et le négatif. La bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Vous commencez par laquelle? Alors je dis la mauvaise d'abord. Elle me dit, vous avez écrit dans le dossier anorexie restrictive, mais en fait je vous ai menti, je fais des crises de boulimie. Je suis anorexique boulimique. Alors je lui dis, non, tu n'es pas anorexique boulimique, tu souffres d'anorexie boulimique. Et là, je lui dis, mais il y a quand même une bonne nouvelle, si j'ai bien compris. Elle me dit, depuis que j'ai ce putain de truc dans le nez, j'en fais plus. Et donc, comme elle était biologiste, comme elle était chiante, comme elle était exigeante, elle me dit, Monsieur Rigaud, je ne vous lâche pas tant que vous ne faites pas une étude sur ce truc. Et donc, on a fait une étude, on a fait deux groupes, un groupe de 55 malades d'un côté, un groupe de 55 malades de l'autre. Un groupe, on a fait tout ce qu'on savait faire côté médecine, nutrition, psy, machin, truc chouette, groupe de parole, groupe d'expression, voilà. Et l'autre, on a fait tout ça, plus la sonde gastrique.
Et on a compté les rémissions à 15 jours, à 1 mois, à 6 mois, à 1 an. Ben, il n'y a pas photo. Quand elles étaient renourries par sonde gastrique, je parle de boulimiques, qui faisaient au moins 2 crises par jour, dépressives, hyper-anxieuses, etc. Elles étaient 2 fois plus souvent en rémission avec sonde que sans sonde, dans le même groupe, le mien. Donc la nutrition, c'est important à un moment donné. Alors, ça ne suffit pas, on est bien d'accord. Mais voilà, je dis au malade des trucs très bêtes. Je lui dis, tu veux aller à Istanbul avec ta 2 chevaux? Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Alors elle me dit, bah, je mets mes valises, je regarde la route. Et je lui dis, tu prends la route comme ça? Je vous assure que la moitié des malades qui souffrent d'anorexie ne pensent pas à mettre de l'huile, de l'essence et de l'eau. C'est peut-être parce qu'elles sont des filles, mais pas que. Et il y a un moment donné, non, je sais que c'était exprès pour vous réveiller, pour voir si vous suiviez. Il y a un moment donné, on dit, c'est super d'aller à Istanbul. Enfin, quoique. Non, ouais, ça pose question. En même temps, sur le trajet, il va bien falloir remettre de l'essence, de l'huile et de l'eau. Surtout sur la 2 chevaux. Il n'y a pas d'eau dans les 2 chevaux, c'est refroidi. Merci. Je voulais juste vous poser une question. Il y a un aspect que vous n'avez pas développé probablement parce que vous n'aviez pas le temps. C'est la question de la place et du rôle des familles et le conseil que vous pourriez donner aux familles dans le chemin vers la guérison. Oui, c'est très important. Et on peut y passer 2 jours. Je faisais une séance, une réunion 1 fois par semaine avec les familles quand j'étais à Paris et puis à Dijon, pour leur expliquer l'importance de la famille. Alors, je sais qu'il y a des thérapeutes qui disent la famille doit être co-thérapeute. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que doit faire la famille? Alors, la première chose, je le redis, c'est comme le thérapeute, l'empathie. La deuxième chose, c'est le cadre. Empathie, cadre. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, voilà ce qu'il va falloir faire. C'est pas parce que je suis ton père et ta mère, c'est juste parce qu'on n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce que doit faire la personne? Elle doit, enfin les proches, ils doivent expliquer l'importance de l'alimentation. Alimentation. Dans l'alimentation, il y a nourrir l'âme. Mentation, mens. D'accord? C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, il va falloir nourrir l'âme. Nourrir l'âme avec des nutriments, nourrir l'âme avec du plaisir, nourrir l'âme avec de la réflexion sensorielle, de l'intégration sensorielle, et puis nourrir l'âme avec, je ne sais pas, la Madeleine de Proust. Comment peut-on écrire 1 page et demie sur une Madeleine chez sa grand-mère? C'est ça, nourrir l'âme. Alors, faites pas lire Proust à vos patientes, hein, c'est pas... Bon. Alors, les proches, ils doivent surtout faire attention à ne pas faire mal. Mal au sens douleur, hein, ne pas faire mal. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, mais comme les thérapeutes, ils doivent être en mode positif. Et ils doivent éviter le mode négatif. Et ils doivent éviter, par exemple, je dis n'importe quoi là, mais je vous donne un exemple. Mais, le mais. C'est terrible le mais. M-A-I-S. Hein. Par exemple, ma femme me dit « je suis moche » ou « je suis grosse ». Et je lui réponds « mais non chérie, t'es belle ». Le mais est destructeur. Donc, il faut entendre le « je suis moche » ou « je suis laide » ou « je suis grosse », lui demander pourquoi elle dit ça,
garder ça en mémoire et au moment où elle s'y attend pas, lui dire « Qu'est-ce que t'es belle ?» Parce que là, il n'y a pas de « mais ». Quand vous dites « mais », vous dites le contraire de ce que vous voulez dire. « Mais non, chérie, t'es belle », ça veut dire « oui, t'es moche, mais je te dis le contraire ». Enfin, c'est ce que m'apprennent les comportementalistes, en tout cas. Alors, il y a plein de trucs à éviter, les pièges dans lesquels la maladie vous entraîne. Par exemple, on aimerait bien, ta mère et moi, que tu grossisses. Ben non. Qui aimerait ça? Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un mot à bannir. Même dans le service, je disais à tout le monde, aux aides-soignantes, aux brancardiers, dans ce service, on ne grossit pas, on démaigrit. Ou alors, on récupère un état nutritionnel acceptable, ou bien, j'en sais rien, on nourrit l'âme. Enfin, vous dites ce que vous voulez, mais vous évitez de dire, voilà. Ah, on est content, ton père et moi, parce que t'as à nouveau des bonnes joues. Oh là, quelle horreur. Massacre. Ou tu pourrais quand même faire plaisir à ta mère et manger un peu de tarte. Vous voyez? J'ai un père qui a frappé il y a très longtemps de ça, c'était le père de Delphine de Vigan, il frappe à ma porte et il me dit franchement, de temps en temps, ma fille, je la comprends pas. C'est vrai, je viens la voir, je lui apporte des cacahuètes, je parle d'une fille qui faisait IMC 10, là, je lui apporte des cacahuètes, elle me les a jetées à la figure. Et je lui dis, et ça vous... Quoi Ah, c'est quand même étonnant qu'un père puisse apporter des cacahuètes à sa fille qui souffre d'anorexie mentale. Non, ça n'a pas l'air de vous choquer. Bon, bah tant pis. Elle l'écrit dans son livre, d'ailleurs. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai 2 questions qui viennent de ma fille, qui m'a demandé de les poser en fait. Donc je vais vous les lire. Elle me dit, j'ai été diagnostiquée anorexique, mais contrairement à beaucoup, je n'ai pas le problème de me trouver en surpoids et d'être dans le contrôle alimentaire. Donc déjà ça. D'accord. Je réponds à celle-ci. Oui. Alors je suis un peu embêté, je ne connais pas votre fille, donc je ne sais pas. Qu'est-ce que ça m'évoque? Premièrement, il y a un certain nombre de personnes qui souffrent de cette maladie qui disent qu'elles ne sont pas anorexiques, contrairement aux autres. Pour une raison simple, elles ont raison. On n'est pas obèse, on n'est pas diabétique, on n'est pas anorexique. On souffre d'obésité, de diabète, d'anorexie mentale, ou on est atteint de, mais soit on n'est pas ça. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que l'anorexie mentale, ça peut démarrer un peu n'importe comment. J'ai quelques malades, pas très fréquentes, qui ont démarré suite à une extraction dentaire, par exemple. Elles n'ont pas pu manger pendant quelques jours, et puis après, pan, la maladie est partie. Et personne n'a rien compris. Pour d'autres, c'était une intervention chirurgicale abdominale compliquée. Pour d'autres, c'était un diabète, on leur a dit qu'il fallait se mettre au régime, etc., etc. Donc au début, ça voyage caché parfois, l'anorexie mentale. Alors, dernière réflexion, le discours n'est pas la pensée. C'est clair ça? Ou je développe? Par exemple, je peux vous dire les yeux dans les yeux, je ne suis pas un voleur, alors que j'ai volé un paquet de chewing-gum à l'hypermarché l'autre jour. Mon cerveau ne trouve pas ça gênant. Je ne suis pas un voleur. Voilà. La tolérance par rapport au poids
est variable dans le discours, elle est variable aussi dans les faits. Objectivement, quand je demande aux personnes qui souffrent d'anorexie mentale ou de boulimie, à quel point, si j'étais magicien, si j'étais une fée et que je puisse d'un seul coup de baguette magique te donner un poids, quel poids tu choisirais, quel poids serait acceptable? Alors, ce n'est pas le même, mais le poids acceptable varie pas mal d'une personne à l'autre. Hein. Et on a des barres comme ça, des barres très cons, mais on a des barres. Par exemple, moi, à 70 kilos, j'ai trouvé que c'était pas supportable. Alors, pourquoi personne n'a vu que je dépassais les 70? Mais 71, non. Donc, je suis redescendu à 69. Et pourquoi 71? Ça a déclenché un comportement atypique? J'en sais rien, moi. Ça peut être un changement de dizaine, vous voyez. J'accepte de passer 40, mais ne me demandez pas de passer 50. Oui, mais tu fais 1m70, IMC machin. Ah non! Je ne sais pas. Et puis, encore une fois, le discours qu'on peut avoir avec sa maman ou avec un thérapeute, elle dépend de la question et de la personne. Hein. Socrate disait, quand tu poses une question, tu as une réponse, mais ce n'est pas forcément la seule, ni forcément la bonne. Tout dépend comment tu poses la question. Ben, les psychologues savent bien. Je veux dire, si tu poses la question avec empathie, ça ne sera pas pareil. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, les malades boulimiques mentent. Ah bon? Et donc, l'avantage de cette assertion, c'est que personne ne le sait. Personne ne pourra jamais le savoir, combien elle fait de crises par semaine. Sauf que moi, avec mon équipe, on avait un point d'ordre, c'est on ne juge jamais et on donne l'échelle des possibles. Alors, ça donne ça. Valérie, vous venez me voir pour boulimie. Donc ça veut dire que, sauf si je me trompe, tous les mots sont importants, sauf si je me trompe, vous faites des crises alimentaires, c'est trop pour vous, et vous vous en débarrassez, par exemple en vomissant, peut-être même vous provoquez le vomissement, c'est ça, je me trompe, tous les mots comptent, c'est ça, je me trompe. D'accord. Alors j'imagine je reprends, tous les mots comptent. J'imagine qu'il est très difficile pour vous de répondre à votre question, à la question que je vais vous poser, mais c'est une question importante sur le plan médical et sur le plan comportemental. J'ai besoin de le savoir, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Ah, ça prend du temps, hein. Et puis moi, j'ai des malades, ils font une crise par semaine, ils ont envie de se suicider, et des malades qui font 6 crises par jour. Ça, c'est l'échelle des possibles. Et je vous assure, quand vous dites ça, vous avez raisonnablement la réalité. Ah, pas la réalité. Même moi, je ne l'ai pas, la réalité, chez moi. Mais vous avez quelque chose qui est proche de la réalité. Et je vous assure que je n'ai, et je le dis à tous les thérapeutes, il n'y a aucun problème à obtenir une réalité raisonnable dans ce domaine. Mais il faut le faire avec conscience, il faut le faire avec empathie, il faut le faire avec le sentiment que vous ne jugez absolument pas ce qu'on va vous dire. Est-ce que vous vouliez poser votre deuxième question, peut-être ? La deuxième question, pardon. Je n'ai pas répondu à la première. Pas tout à fait, effectivement. De ce que j'en comprends, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas que je la croie dans ce qu'elle me dit. De ce que vous dites, c'est ce qu'elle me dit n'est pas la réalité. Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas. Mais en tout cas... L'anorexie mentale, c'est la perte de poids avec la peur de grossir. Quand j'ai pas ça, j'ai pas le diagnostic. Alors, si la malade ne me raconte pas la vérité de sa peur, le diagnostic est là, mais je ne l'ai pas. Mais si vraiment je suis sûr que la malade, là, j'ai encore fait l'expérience relativement récemment, j'ai dit au père, votre fille n'a pas l'anorexie mentale. Elle a autre chose, il faut que vous cherchiez autre chose. Pour moi, elle n'a pas... Alors peut-être qu'elle ment à tout le monde, hein, c'est possible. En tout cas, avec ce qu'on me donne, elle n'a pas ça. C'est ça. Et justement, en fait, ça fait 2 ans, donc c'est la deuxième question,
qu'en fait, elle souffre beaucoup de son petit poids, et ça fait 2 ans qu'elle essaye de grossir, avec des traitements et tout ça, et ça ne marche pas. Ben, encore une fois, je n'ai pas vu votre fille, je ne la connais pas, mais a priori, elle souffre d'un trouble du comportement alimentaire, sauf si elle a une autre maladie, qui n'est pas l'anorexie mentale. Après, c'est peut-être pas important d'avoir le diagnostic, mais voilà. Si, j'ai des malades, hein. Alors nous, on appelle ça ethnos, mais peu importe, hein. C'est les troubles du comportement alimentaire atypiques. Mais par exemple, je viens de faire un diagnostic, par téléphone, auprès d'un thérapeute qui m'a appelé, un diagnostic d'anorexie mentale indiscutable chez une personne de 120 kilos, qui a été opérée de chirurgie bariatrique à 180 kilos et qui ne mange plus rien. Mais rien. Un yaourt. Rien. Elle ne veut plus manger. Elle se trouve énorme. Elle veut continuer à maigrir. Et il n'y a pas d'arrêt en amaigrissement. Elle n'a pas l'intention de recommencer à manger, etc., etc. Elle est toquée, elle a des... Enfin bon, bref. Donc, je ne sais pas, elle n'a pas une anorexie mentale, puisque l'IMC, il est largement au-dessus de 35. Mais pourtant, ça y ressemble fâcheusement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est on ne s'enferme pas dans un diagnostic, mais en tout cas, on étudie les conséquences du trouble alimentaire. Si c'est un trouble alimentaire, ou c'est peut-être une autre maladie, moi j'en sais rien. Et puis on voit ce qu'il en sort. En tout cas, moi, en tant que médecin somaticien, quand un malade est dénutri, quelle que soit la cause, je traite sa dénutrition, point. On est obligé d'arrêter. On remercie encore chaleureusement le professeur Rigaud. Merci à vous. Pour son exposé Merci passionné beaucoup. et passionnant. Et moi, je vous dis à l'année prochaine.